Sunday, January 17, 2021. Ladies and gentlemen, welcome to yet another edition of House of Commons Live from the studios of My Media Prime Television here in Cameroon's economic capital, Douala. And on today's edition, we shall be looking at the insecurity challenges in the southwest region of the country as far as the ongoing African Nations Championship is concerned. And as we all know, Cameroon is hosting the 6th edition of the competition, initially postponed as a result of COVID-19 pandemic, and the competition, some matches will be played, of course, in stadia in the southwest region of the country. And before we proceed, let's welcome our panelists to be talking about today's topic. I'll begin with a gentleman. He's by my right. When he talks, you smell, you feel, and you touch Africa, because he gives us hope Africa will be great again. Good afternoon and welcome, Professor Mark Anthony. Good afternoon, Quinta, and to my fellow panelists and to my fellow viewers. We believe that this is another Sunday for education, and as well as to discuss the most important things that are happening in our nation at the time being, and as well as around Africa. Thank you. All right, you're welcome, Professor Mark Anthony. And to my left, we have another vibrant Cameroonian, and he's of the CRM political party, Deline Kwan. You're welcome to the program, sir. Bonjour, bonjour à vous, à tous vos téléspectateurs. C'est tout le plaisir pour moi de me sentir participant et me prononcer sur les questions brûlantes, les questions chaudes qui concernent la vie de notre nation, surtout en cette période où nous vivons effectivement sur notre territoire une compétition continentale. Donc je suis plus qu'ému de partager effectivement, d'apporter ma contribution, quitte à ce que notre vivre ensemble retrouve ses beaux jours. All right, you're welcome, gentlemen. Now, gentlemen, I want us to revisit some of the happenings in the southwest region of the country, and I want to focus on the Mautu incident that happened last Sunday, and it's exactly 1 week since the incident happened, the unfortunate incident where civilians were killed in Mautu, southwest region of Cameroon. Now, Professor Mark Anthony, I'll begin with you. What's your general assessment of the situation in the southwest region, insecurity? Yes, we know that we have a crisis that is happening presently in the northwest and the southwest of Cameroon, and the truth is that in moments like this, there is practically no possibility of claiming that things are stable and normal. Some days might be okay, but other days might not be. And so I want to also use that statement that you use, insecurity. Yes, there is insecurity because there's practically a war that is taking place. I know many people don't like using the word war because they feel like it is just a crisis. But for the fact that for a very long period of time now, a lot of persons have been shot, killed. And like you mentioned, the issue of Mautu that happened last Sunday in the morning. It is, I think, the afternoon was the morning. Yes, morning. That situation was one of so many other incidences that have been happening in the northwest and southwest for the past period of time. So I want to believe that trying to pull out the Mautu situation and talk about it particularly apart from the others is just like trying to indicate, like just trying to say that that is the most significant or that is the most insecure situation. Every other person that died, be it on the Friday, I think it was Friday, the morning, two young boys were killed, Amber fighters, I should call that, because they came in and burnt a truck in Likumba. And such a situation is what we are all looking at. When will it stop so that we can have peace restored in these two regions of Cameroon? And I'll be sincere to say we might be talking about the situation that is happening in the northwest and southwest and forgetting that which is happening in the east right now. Okay, and also forgetting that which is happening presently in the northern section, because the Boko Haram is still active, though we were made to believe that they had been destabilized and destroyed, but they are still functional because we still hear some sporadic
actions that they take, yeah. or say, when you look at it, you tend to believe that Cameroon is in a state of insecurity indeed, where it seems as if we are living each day praying that the next day should come, knowing very well that it's possible that you can sleep and not get up. You might be shot or killed at any moment. I'm just coming from Boya this morning, and the level of policing, and let me use the word militarization, that you have in the Southwest is something that I don't think any act can take place with that kind Now, of do you presence. think the situation is properly managed? If the situation was properly managed, then we would have had peace long ago. The fact that it is a military solution that is constantly on the play proves enough that it is not well managed. The management of the situation is not something that we should hail the government for, because it started like a crisis that, in fact, it was just a simple grievance that people expressed. That grievance was transformed into a complete crisis, which has become a total war today. And that is not what we can appreciate the government for having done. But that notwithstanding, it becomes a duty of every person from the Northwest and Southwest to see to it that we join hands to make sure we go back to the state of peace. It is going to be by our own work, because if you have to depend on the government, I am not seeing the soldiers, I'm not seeing the police and the military going back to their various barracks anytime soon if we have to wait on the government. So I think it is time for the people of the Northwest and Southwest to start thinking on strategies on how to forge for peace and see how they can stop the crisis. You know, when I speak at times, some people have this mindset that it is Europe that has the solution to Africans' problem. Some people believe that because America is saying this concerning the situation, America will handle it. No, the only people who can truly handle the situation is us here in Africa. And if we are in Cameroon and we are facing a situation and we think that us Cameroonians, we can't contribute to solve it, that we are believing that Europeans will come and solve it, I want to make this statement. There is no friendship when it comes to nations. The relationship between nations is a relationship of interest, and if there is no interest that any of these nations is having in the Northwest and Southwest, then the killing will continue. So we might not be for the killings, we will not support anybody killing another, but we expect that Cameroonians of goodwill can rise up to see that we stand against these barbaric acts that are happening presently in the Northwest and Southwest. You see, when we start naming them, we get to, you see tears start running through people. You become emotional. And so I feel like there is need for a fast reaction, because already we can't talk of proaction anymore. There's need for a fast reaction. And I think at the moment, the person that has the shots to call is the government, because the government as a whole is the person that has the knife and the yam in their hands. Why I still call on Cameroonians of goodwill to do what they can do possibly to see how to solve the problem. All right, thank you very much, Professor Mark Anthony. I'll come over to you now, Dylan Quine of the CRM political party. Following the recent happenings in some parts of the Southwest region, taking into consideration that some matches will be played in that region, what's your general assessment of the level of security in those parts of the Southwest region? Merci. Avant de me prononcer sur votre question, permettez-moi de faire une petite déviation. Parce que cette question est tellement brûlante qu'elle concerne l'histoire du Cameroun. Alors la petite déviation que je voudrais faire, c'est simplement demander à vos nombreux téléspectateurs qui sont beaucoup plus mes frères anglophones, qui sont d'expression anglophone, de souffrir de m'écouter m'exprimer en français, ce qui ne change rien à mon origine. Je suis originaire du Nord-Ouest et comme je l'ai souvent dit, nous ne vivons pas au Cameroun une crise linguistique, mais nous vivons au Cameroun une crise historico-régionale. Alors quand j'ai restitué ça,
Je crois que vos téléspectateurs auront la patience et également, je veux dire, seront compréhensifs à ce que je puisse m'exprimer en langue française. Maintenant, revenant à votre question, effectivement, nous avons organisé une compétition dans un climat assez hostile et assez délétère pour les étrangers qui viendront ou alors qui sont déjà là et qui sont venus vivre un moment de joie, un moment de gaieté. Vous savez, le sport a ceci de particulier qu'il doit être totalement séparé de la politique. Le sport, c'est un moment de réjouissance populaire. C'est un moment festif. Alors, le Cameroun, qui, depuis pratiquement 4 ans, traverse une crise assez atroce, qu'on ne peut plus, du moins, on en a fait beaucoup de commentaires dessus, on a parlé, on a reparlé, et aujourd'hui, nous sommes effectivement ouverts aux étrangers qui sont venus partager la joie, mais plutôt dans un climat hostile. Alors, le simple commentaire qui découle de là serait justement de montrer notre indignation. Vous savez, on veut bien être, je veux dire, admiratif que nous avons pu organiser le CHAN, que nous avons les étrangers sur notre terre, mais comment être admiratif quand à côté de cette réjouissance, il y a des morts? Vous avez cité tout à l'heure, mon copanéliste a cité tout à l'heure le cas de Motu, qui a fait la une de l'actualité, qui a fait le tour du monde. On a vu des images atroces. On a vu des bébés, des mamans civiles atteints de balles. On a vu un communiqué du gouvernement disant que c'était un ratissage préventif, alors qu'à quelques jours, on serait plutôt en train de recevoir des étrangers. Alors tout ceci contribue à apporter un climat de confusion. Je crois que le Cameroun devrait mieux réfléchir à ses problèmes, devrait mieux penser à ses problèmes, plutôt que de verser la poudre sur la crise, comme le président Kamto disait, enfermer les Camerounais dans un coin et les tuer paisiblement, donner l'impression au monde entier que le pays se porte bien. Non. Les matchs qui sont organisés dans le sud-ouest, je crois que il faut que la FIFA prenne ses responsabilités. Nous ne voulons pas voir une image négative du Cameroun telle qu'on a eu lors d'une coupe d'Afrique où les joueurs togolais ont été atteints par des balles. Il faudrait que la FIFA effectivement prenne ses responsabilités, de comprendre que le climat est assez délétère et qu'il va de la protection des étrangers, il va de la protection des joueurs des deux pays qui vont jouer, qui vont séjourner dans le sud-ouest, du moins qui vont livrer leur match dans le sud-ouest, de revoir. Hein, je pense qu'on ferait mieux de délocaliser, au moins, puisque la compétition a commencé, on ferait mieux de délocaliser et d'aménager peut-être un autre espace, un autre stade pour recevoir cette poule-là et prier simplement que la compétition finisse sans qu'il y ait une atteinte, du moins sans que les étrangers qui sont venus puissent rentrer paisiblement, et peut-être en ce moment-là, on serait donc en train de trouver des pistes de solutions par rapport à nos problèmes. Donc, je dis, c'est un appel. C'est un appel. On a crié, nous qui avons la parole au micro, nous crions tous les jours pour dire il y a un danger, méfions-nous. Jouer à l'orgueil ou alors brandir la toute-puissance du gouvernement peut être fatal, pas seulement pour ce gouvernement, mais pour tout l'ensemble des Camerounais que nous sommes. Now, do you think the situation is properly managed? The situation is not properly managed. You see, you cannot play a competition where there's actually bullets flying up and down. It's something that I think the various countries, the people that will play their matches in the Southwest, purposely in Limbe, should rethink their position and call upon the FIFA responsibility in order to not for our country to. You see, when you attack
when you attack a continental competition, it shows that you go more than the nation problem. Because what I'm afraid that this problem may step from the national territory to the international community, and which will not be beneficial for us who are seeking for solutions. So that's why I'm saying that it will be better to delocalize the matches and play it elsewhere, and let's say pray that the competition should end in a peaceful way, and let after it solve our problem the way we have started. All right, let me come now over to you, Professor Mark Anthony. Are you satisfied with government communique after the Mauto incident? I'm talking about the outing of Colonel Atonfax Sirtsoue. That is a provocative communique, per se, because we couldn't have seen images of young children and women. Then in his communique, he claims that they were all terrorists or separatists. That is a wrong statement, considering the fact that children were among. I don't think those children were terrorists. So that communique is disturbing as long as I'm concerned. To step in a bit in the question you earlier asked him, I want to say, when you look at the situation presently, I want to believe that the Nations Cup, the Chan, is going to take place even in Limbe without any problem. The reason why I said so is because of the level of militarization of the city. The military, they were in Limbe before the vehicles were No, dumped, not the way it is right now. The city is well packed field, and I would remind you of something. The attack that took place, or say the whatsoever the burns behind the start that they burned, the training stadium that they burned last time, I think it's one of the vehicles that walk around that environment. One of the, I don't know whether it's a tractor, I don't know whether it's a because people actually said 9 vehicles were set ablaze on that. 2 vehicles were burned behind the stadium, and those 2 vehicles were standing there because they were used for walking, and it was burned. Normally people had to ask questions, how did it happen? But I know that Limbe, from the very beginning of the crisis till today, is one of those cities in the northwest and southwest that has had little or no attacks, and it is a city that is highly militarized. And apart from that, if you go starting from Chico, I'm coming from Boya this morning, if you start from Chico entry, the level of militarization, I don't think that any young man with a proper thinking mind will just come to give himself for bullets. But we do not know what can happen. He proposed that maybe he should be displaced. It had already been located that is where it's going to happen. The CAF had, for this past period of time, been in Cameroon to find out if Limbe can host that particular competition, and from their investigation they believe that it can host it, and that is why they allocated that field as one of the fields to host the team. And so if you ask me if that particular Chan would take place, yes, it's going to take place, but under heavy military protection, because I don't think that's the way it was supposed to be, because normally people want to feel free, walk around the town and enter such places. But the way you see the military on the road, police, gendarme, I mean, everything is on the road. So starting from, I'm talking of Tiko, from Bekoko, so you can best understand. So as long as I know, and I have seen
the CHAN is going to take place. Now, Professor Magantone, if you were in Limbe, would you go to a stadium probably to watch a match? With the level of The militarization? issue is, it is not in for me to go to the stadium. It's for the players to play. Presently, even they'll use the cover-up of COVID and say people should not even come to the field. They have cameras that are projecting the entire game, and we'll be watching it on TV. If you want to try and find out today if they will show it, you watch it live, because the war is no more the way it used to be before. So if you ask me if I want to go, I will not want to go, because first, my life might be at risk. But that is not the situation. That's not what the government is looking at. That's not what the government is looking at. It's to prove to the world that Cameroon is okay. And that is what the government wants, that the people should know. The international community should know that Cameroon has no problem. And sincerely, we might have a problem. But as I said, with the presence or without the presence of the international community, those who can truly solve the problem is us. I know most of us have this tendency of always calling on to America, Europe, international community, this and that, come and help. That help is not what will solve Cameroon's problem. Not at all. I've seen the intervention of foreign bodies into the internal affairs, or let me not say just the internal affairs, into crisis affairs in nations, and I've seen the consequences. Just go down to Congo the Democratic. You understand for how many years today have they been in the situation in which they are in. Do you think that the international body is not there? They are there. Go to Central African Republic. The rebels are creating havoc in the city, in the nation. Do you think that the international body is not there? They are there. And why is it that they have not been able to solve the problem? When Mali had a crisis like that and France popped in, poop, we thought that the thing was going to end in a day. Is France still in Mali? Is there still crisis in Mali? Yes. So we must get to understand something. These people do not come to Africa because they really want to solve African problems. They prefer to see Africans keep on fighting so that they can be stealing what they want to be stealing from us and when. And most of us, we are hailing them and appreciating them to come steal more. So I think that we must get mature to be able to deal with our personal problems as mature persons, believing that even though we have, because some people always want to point the fingers on the government, I am not saying that the government is the best. I don't, and I will never appreciate the reactions and the strategies that the government is using to solve the problem. But I want to say this clear: the government of a nation will not be able to solve all the problems of the nation. So the citizens have that responsibility to contribute their token in seeing that the problem is solved. So even the crisis situation we have, and as I'm talking right now, we are pointing out that people cannot go to the stadium to go and watch the match. Why wouldn't they go? There are people who are going to enter the fee and watch the match. But those who will not go are those who, like, I believe that a lot of people are afraid that if I enter the fee, those boys might be watching. And so when you enter the fee, they'll come and attack you after. Because that's the way they are attacking. They don't come attack with publicly. They come secretly to deal with you. And so the fear of uncertainty is the only reason why a lot of people will not enter the field. Not because they feel like the CHAN should not take place. It is a very good thing that should take place. I'm telling you that if we do not have crisis now, a lot of people would have been employed right now. Yeah, that's right. And would have had some increase in income in some people's pockets. But look at it, we have a crisis situation. And who is benefiting? Not us. Yeah, that's not the people of the Southwest. All right, Dilankwan. A day after we saw images and videos of women, children, and civilians killed in Mautu, are you satisfied with the reaction of Colonel Atunfak Serchouil after that sad incident in Mautu? Vous savez, la crise que nous vivons au Cameroun est un échec
de la mentalité africaine. Je dis un échec de la mentalité africaine. Pourquoi? Parce que cette crise nous plonge également dans la problématique de la compréhension de l'espèce humaine. Nous sommes ici en face des humains qui s'entretuent et comme d'un jeu ou alors comme d'une logique, il y a une apologie derrière, il y a des gens qui construisent toute une philosophie et s'y plaisent. Le conflit qui a eu lieu à Maoto a montré davantage à quel degré nous sommes en train de dépraver l'essence humaine. Quand le porte-parole du ministère de la Défense fait un communiqué où il dit que l'armée aurait fait un raid préventif et qu'au bout du fil ou de l'autre côté, on trouve des enfants atteints de balles, tués, on trouve des femmes non armées atteintes de balles, tuées. On se pose la question, qui seraient donc ceux qui ont levé l'alerte pour que l'armée puisse procéder à un raid préventif de cette nature où on en compte plus de morts civiles? Non, il faut être sérieux. Je veux simplement passer un message qui en réalité est un message pour ma part fondamental de l'espèce humaine. Voyez-vous, ça donne des larmes aux yeux de voir que d'un côté on a le gouvernement qui, par les subterfuges de nos lois, pense que tuer ou alors faire la guerre est la solution ultime pour civiliser un peuple. Je veux rappeler quelque chose ici. Les guerres les plus sanglantes du monde, ce sont des guerres de territoire. Vous savez, on peut se batailler pour peut-être des raisons politiques ou on a tendance à vouloir supporter un leader ou alors un leader a monté une rébellion parce qu'il réclame un pouvoir, ainsi de suite. Cette guerre peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais quand une guerre a un caractère de défense du territoire où les individus se lèvent et clament qu'ils se battent pour leur territoire, je crois que le bon sens voudrait que la négociation prévale. Voyez-vous, Maoto est un désespoir, est un échec de notre mentalité et nous au MRC, nous interpellons de l'un comme de l'autre côté les belligérants à plus de responsabilités, à comprendre que chacun est accroché à son souffle. Ce ne sont pas les promesses politiques, ce ne sont pas les promesses des leaders qui tirent les ficelles de l'autre côté de l'hexagone. Ce ne sont non plus les promesses d'un lendemain radieux. Nous vivons sur terre. Il est clair que chaque jour a son histoire. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Ils sont interpellés, le gouvernement par son armée et les sécessionnistes retranchés, à comprendre que ce qui prévaut ici, c'est la vie humaine. On ne demande pas à vivre, mais on se bat pour vivre. On ne peut pas comprendre au nom de quoi, au nom de quelles revendications les êtres humains vont se lever et se déchirer, s'entretuer. Donc, pour le cas du Cameroun, nous en avons assez parlé. Il est temps de prendre conscience et de mettre la vie humaine au centre de toutes les préoccupations et de taire cette guerre. Mais, je ne cesserai pas, ou alors je ne terminerai pas mon propos sans pointer un doigt quand même responsable à l'endroit du gouvernement pour dire cette guerre de trop. Un gouvernement n'est pas fait pour alimenter les tueries. Un gouvernement n'est pas fait pour voir ses fils dépérir, mourir sur des balles. Où nous avons des jeunes pétris de talent, nous avons des civils innocents qui ne demandent qu'à vivre, à vaquer à leurs préoccupations, mais se font tuer, se font massacrer, et du jour au lendemain, on a comme une sorte de philosophie derrière cette tuerie, et comme si c'était un crime tellement parfait, certains sortent pour faire des justificatifs. C'est le cas du colonel Atonfa dont vous avez cité tout à l'heure. Ce communiqué est un communiqué provocateur. Je crois que l'armée
qui est, je veux dire, au devant de la scène, a un devoir de responsabilité. À des fois, à des moments, il y a des ordres qu'on n'exécute pas. Il y a des ordres où on place d'abord au centre de l'action sa propre dignité en tant qu'humain. Comment est-ce que je vais recevoir l'ordre de tirer sur un enfant qui n'a même pas une lame de rasoir sur la main, qui ne sait même pas de quoi il est question? Vous voyez? Quand cette responsabilité n'est pas assumée, et on ne peut qu'assister à cette tuerie inexplicable. Donc, en tant que Camerounais, citoyens de la terre, nous demandons au gouvernement de mettre fin à cette guerre, d'appeler les parties concernées sur une table de négociation, une table de dialogue, et de se parler. C'est des morts de trop, et il ne faudrait pas que on réussisse du moins à lever davantage le courroux des populations, à leur faire vivre des atrocités et à venir justifier le pourquoi on a tiré sur un enfant, à venir justifier le pourquoi une maman qui n'attendait qu'à nourrir, faire grandir son enfant, est couchée là et que son enfant soit en train de se lamenter auprès d'elle. Il faudrait y remédier le plus tôt possible, parce que le risque ici, et je le dis, c'est que cette population qui est restée longtemps silencieuse, observatrice, risque d'en avoir marre. Et en ce moment, je crois que le gouvernement qui croit pouvoir contenir 2 régions par les armes aura affaire à tout un pays, toute une nation. Et je crois qu'en ce moment-là, même l'armée comprendra que il y a urgence de baisser les armes et de se parler. All right, thank you very much, Line Kwan. Ladies and gentlemen, we are talking Shan 2021 and what must be done to sustain peaceful organization in the southwest region of Cameroon. Now, the region is hosting this competition at a time when non-state armed groups have promised to destabilize Group D matches in the stadia in Limbe. Now, we have to cite some of the examples. Take, for example, the brewery truck that was set ablaze and the vehicles that were burned. Now, Professor Mark Anthony, how safe are football stakeholders, especially those in Limbe southwest region of Cameroon, considering the threats from the non-state armed group? To the government, that is a non-effect. In fact, there's nothing that happened as long as the government is concerned. And to tell you, that Friday I traveled to Southwest, and on my way I saw the truck. It seems as if nothing actually happened. Maybe somebody could have said it was an accident. But I learned that the 2 young men who came out for that were killed also. Mm-hmm. And that is where my problem is. The loss of lives continuously. Like Mr. Nkwan just said, there seems to be, Cameroonians seems to have lost that humanity. Touch for humanity. The values that maintain African people together seems to have been lost. And looking at the situation also that happened behind the stadium, one of the stadiums down there in Limbe, I want to say it seems as if nothing happened, because practically everything is moving well there. Those who are suffering are not even those who are in Limbe and in Boya, from Moyoka going into the interiors and others. That's where, because the armed separatists actually declared a lockdown. But like I said, if the lockdown was operational, I would not have left Boya today to come. So that enthusiasm that used to go with the idea of lockdown is dead. And the funny thing is that the lockdown that is declared for 3 days is for 3 weeks, I beg your pardon. It's a lockdown that will kill the people.
So that lockdown is not affecting the government, it's affecting the same people that are declaring the lockdown for. And the question is, with all the military out protecting that particular stadium in Limbe, and let's say the streets, you enter the quarters, they are there, why should people feel threatened not to go out? They want to go out, believing that if there is a gunshot, the military is there. Because when I'm speaking like this, because I have questioned a lot of persons, been trying to find out how do you feel with the situation, the ghost town situation. A lot of people are completely out of the situation. People are no more for it. And so it's like last time I mentioned it here, that at times when you keep on using one and the same strategy and expecting changes to happen, you are more of a fool. Only a fool does that. When you keep doing the same thing, but you want that changes should come from it. There's something wrong with you. That's the best definition for madness. So at the moment, I'll be sincere to say that there is practically nothing that is going to stop this thing from happening, irrespective of the fact that some people are afraid. Yes, people have fear. Normally, if you live in a place and you are seeing military people everywhere, and you know anytime those boys can come out and there will be exchange of guns, who are those who suffer? Yeah, the population. The population. So the population lives in continuous fear of the unknown, knowing very well that you can sit here today, they start shooting their guns, you are not there, hit you in your room. So that fear is there. But would that fear stop this nation's cup from taking place? Your question is, what must be done to sustain a peaceful organization in the Southwest? Already what was supposed to be done has been done. The military deployed to the region. Yes. That's the only way that if that competition is supposed to take place in the Southwest at this particular moment, the only way, I said it in one of the sister station platforms, that if Cameroon government wants to see the Shan happen in the Southwest, in Limbe and in Boya, there's just one way. They need to beef up the military, the security. And that is what they have done. In fact, like I said, if you are entering Southwest, you know you are entering into a military state. It's a military state. In fact, you see military everywhere. To leave Boya, to arrive Douala, the number of checkpoints is not just normal. Just to leave Boya to Mile 16, how many checkpoints you have? You have more than 4. Professor McAnthony, don't you think with the heavy deployment of military personnel in that region, it affects those coming in out of the country? I mean, nobody wants to risk going to the Southwest region to take part in that competition. I am sure that those who are coming into the country had been warned before they came in. And most of them are working with the military convoy, which in other places it is easy to attack a military convoy. We have seen that happen. The delegate for communication in Momo was killed the other day in a military convoy with the Dio. So we know that military convoys could be attacked. But I believe that the armed separatists at this hour, with the level of militarization, will not dare to do that. I am talking not because I feel like they are afraid. I don't know what they are eating that gives them the courage to do that. But from what I have seen on the ground, I believe that it will be very difficult for the armed separatists to pick guns and step out. Why? I want to say that it seems, if you look at things, you might want to conclude that the entire military of Cameroon is present in the Southwest. So I believe that the Shan will take place,
and those who came into the country, they are cautious and they are practically under military protection. All right, 3 weeks from now, we'll confirm what you're saying, Professor McAntony. And Lankwan, how safe are football stakeholders in the Southwest region, considering threats from the known state armed group? Oui, c'est là tout le problème. Parce que quand j'écoute le professeur, je suis pas totalement satisfait avec ses positions. Voyez-vous, dans un territoire de guerre, il y a ceci de particulier que vous ne pouvez pas contrôler où la balle va sortir. Et ça devient très compliqué quand vous recevez des étrangers sur votre territoire. Vous savez, les incidences diplomatiques peuvent être un élément de plus à ce conflit qui va davantage éloigner les pistes de solution. Alors, je préfère plutôt être très prudent chaque fois qu'il faut que je me prononce sur le conflit actuel, du moins sur l'opérationnalité du conflit. Mais ce que je sais, c'est que vu le contexte actuel de guerre, où on parle effectivement de guerre, c'est pas des attaques, je veux dire, momentanées, ou bien non, ce sont des conflits ouverts où on a d'un côté les séparatistes et sécessionnistes qui ouvrent le feu sur l'armée, et on a de l'autre côté parfois l'armée qui va aussi en offensif. Donc nous sommes complètement là dans un climat de guerre. Alors imaginez que les étrangers, du moins ne serait-ce les équipes, parce que je suis d'accord avec lui quand il dit que le stade n'est pas obligé de recevoir les spectateurs. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais où va donc la sécurité des acteurs? Imaginez-vous en plein match, un projectile explosif atterri en plein stade. Vous croyez qu'on aura beau dire que l'armée a sécurisé tout, que cela pourra empêcher cela? C'est une hypothèse. C'est simplement pour dire que dans l'entente de mon propos, j'ai sollicité que s'il y avait encore possibilité de délocaliser le stade pour des raisons de sécurité optimales, qui ne serait pas que l'extrême militarisation de la localité, parce que même l'armée qui est déployée sur le terrain, elle est en alerte, c'est-à-dire que elle est en état, elle est prête à ouvrir le feu. Imaginez-vous donc en plein match, on entend les crépitements d'armes aux alentours du stade. Vous croyez que ces joueurs qui sont en train de jouer auront la maîtrise d'ignorer ces coups de feu? Non. Non. Donc, c'est un climat très désolant. C'est l'image du Cameroun qui est ici mise en pâture. Nous avons sollicité, nous avons cru de vive voix que avant d'intenter, du moins avant de passer avant que la CAF du moins ne donne sa position par rapport à l'organisation de la CHAN et peut-être de la CAN qui sera jouée après la CHAN, on aurait au moins eu une sorte d'implication de la CAF, soit appeler le gouvernement camerounais à trouver des mesures, au moins de résoudre cette crise. Mais je suis un peu désolé que la CAF s'est impliquée à donner son avis favorable, que la compétition soit jouée dans un territoire aussi hostile comme la ville de Limbe, sans toutefois mesurer. Je pense que la CAF n'a pas assez mesuré l'ampleur de la menace, parce que avant cela, il me semble que les leaders sécessionnistes, en l'occurrence Sako, a rédigé une lettre d'ultimatum, d'avertissement à l'endroit des officiels de la CAF et de la FIFA, leur rappelant simplement que une compétition match ne saurait se jouer dans une ville comme celle de Limbe avec le climat qui prévaut, parce qu'effectivement cela y va de la sécurité des différentes poules qui vont jouer dans ce match. Je crois que ce type de menace autour d'une compétition doit être prise en considération, sans que cela ne donne l'impression que c'est une démonstration de force, sans que cela ne donne l'impression que c'est une façon de défier les autorités, parce que, comme je le redis, l'autorité aura beau faire de gonfler le torse, de militariser à outrance, que si un seul joueur est atteint, alors ce problème va changer de nature. Serions-nous donc en train de courir vers des solutions nationales, ou alors serions-nous en train de négocier au niveau de la diplomatie pour réparer le tort? Donc, je crois qu'ici, on s'expose à beaucoup de risques qu'il fallait, à mon sens, il fallait jusqu'ici délocaliser, parce que nous avons vécu hier encore des explosions ici et là
On a vu un camion, bon, je sens faire de publicité, on a vu un camion d'une société brassicole être mis à feu. On a vu des habitations être mises à feu. On a vu certains véhicules. Tous ces éléments sont questionnables. Et en matière de sécurité, je ne pense pas que le moral des joueurs, des acteurs du match sera au niveau maximal pour offrir à leur nation je veux dire quoi, un match digne de ce nom. Et je crois que le prétexte qui suivra après, c'est qu'ils sont allés, on les a mis dans une poule qui a joué dans un territoire hostile. Et donc, en ce moment-là, je crois que le Cameroun portera l'entière responsabilité. Et ça n'arrangera en rien la crise qui prévaut. Maintenant, j'ai quand même un message à adresser aux sécessionnistes, à ceux qui ont décidé de prendre les armes pour porter haut leurs revendications. Le message que je vais leur adresser, c'est que justement, vous voyez, je suis venu avec un drapeau. On peut parler ici de la fédération. On peut parler de la confédération. Mais je crois qu'on s'entend tous qu'on parle du Cameroun. Qu'on mette Southern Cameroun, qu'on mette Cameroun oriental ou français. Je crois que le mot, le radical, c'est le mot commun qui nous lie, c'est Cameroun. Donc, il est important de penser le Cameroun premièrement. Et le Cameroun, c'est l'ensemble de ce que nous partageons ensemble. C'est l'ensemble de ce multiculturalisme qui, dans une sorte de diversité, permettent aux uns et aux autres de se sentir épanouis. Alors, les sécessionnistes devraient donc penser à un moment donné que on ne créera pas un territoire, ou alors on ne va pas transformer les ressortissants que nous sommes des zones anglophones en d'autres citoyens. Nous allons toujours conserver notre peau noire. Et donc, même si on était un autre État, on serait toujours en train, je veux dire, cette mixture, ce mélange de culture serait toujours possible. Et je ne vois donc pas le message de botter la vie ou alors de brandir la tuerie comme un moyen de faire véhiculer le message. Je crois il est temps pour nos frères qui ont décidé de prendre les armes de se ressaisir et de déposer ces armes dans l'optique, du moins, de se présenter au monde comme ceux qui veulent dialoguer, pas plus comme ceux qui veulent passer forcément à la défensive ou à l'offensif. Donc voilà le message que je porte. Revenons au bon sentiment. La vie est belle quand on la vit pleinement. Elle est plus compliquée, justement, quand on vit retranché. Well, I'll stay with you, Deline Kwa of the CRM political party of Professor Maurice Kamto, and I'll ask you, if CRM was to be in power, do you think they would have properly managed the situation of insecurity in the southwest region of Cameroon? Le professeur Maurice Kamto, pas plus tard que récemment, est dans une logique permanente des propositions aux solutions pérennes à cette crise. Oui, je vais répondre par l'affirmative. Je crois que l'ensemble des propositions qu'il a déjà données jusqu'ici, qui priorisent le dialogue, on ne peut pas penser autre chose en dehors de cela. Le professeur Maurice Kamto l'a démontré à plusieurs reprises que si le gouvernement avait engagé un dialogue franc, on serait aujourd'hui en train de parler des différents, des différentes assises, un peu comme pour dire Bamenda 1, Boya 2, Douala 1, mais toujours est-il qu'on serait dans une synergie de dialogue. Et je crois qu'en ce moment-là, l'apaisement devait se faire au fur et à mesure. Souvenez-vous que ceux qui ont pris des armes et qui sont retranchés en forêt, ils reçoivent des ordres. Et ces gens-là reçoivent des ordres de qui? Ils reçoivent des ordres de ceux qu'ils considèrent comme des leaders. Ces leaders-là existent. Ils défendent une idéologie, parfois politique, parfois autre chose, mais beaucoup plus politique. Alors, le professeur Maurice Kamto n'a de cesse de dire, si le gouvernement avait, jusqu'aujourd'hui, fait appel à un dialogue franc et permettre à toutes les parties d'être représentées et de dire exactement le fond de son idéologie dans une sorte de débat républicain. Voyez-vous, on n'en serait plus là. On n'en serait plus là. Vous savez que le Cameroun a traversé une partie très obscure de son histoire. Je lisais encore l'autre jour la constitution de 1900, la constitution fédérale du moins, à son article 47, pour comprendre d'où pourrait effectivement
je veux dire, mettre de façon légale le problème qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quand j'ai lu cet article, j'ai compris que effectivement la solution pouvait se retrouver là. Dans cet article, il est dit que le Cameroun, du moins dans la forme fédérale où elle était, ne devait jamais changer de nom. C'est-à-dire que c'était République fédérale du Cameroun. Et s'il fallait même que ça change de nom, il fallait que les Camerounais s'asseyent. Mais on a vu cet article être violé au fil du temps, qu'il faut l'intégrer effectivement comme un élément de ce dialogue. Peut-être la solution s'y trouve. Peut-être il faudrait que ceux qui vont s'asseoir commencent à imaginer un pays où tout le monde sera représenté au niveau des postes de pouvoir. Pour que, effectivement, si nous sommes accordés que nous vivons dans un fédéralisme à 2 États, avec des règles bien établies, que chacun se retrouve dans la possibilité d'exercer une autorité pour l'avancement du Cameroun. Parce que si on s'accroche sur les dénominations comme décentralisation, fédéralisme et tout cela, ça n'apporte pas le bien-être aux populations. Je crois que ce qui apporte le bien-être aux populations, c'est ce qu'on y met, c'est le contenu de toutes ces expressions-là. Et on ne prendra pas des armes pour imposer un contenu. On va débattre, on va proposer et on va s'accorder pour que le vivre ensemble soit la chose la plus recherchée et donc la paix. Donc ici, le professeur Maurice Kamto a la solution et c'est pour cela que nous, militants, nous n'avons de cesse de mener ce combat qui est un combat pour le changement dans la paix. Nous réclamons au Cameroun que le changement se fasse dans la paix, que le régime qui gère le Cameroun depuis l'ascension de M. Paul Biya au pouvoir, du moins permette que le débat politique soit un débat assez sain et qu'au final, les Camerounais puissent être libres du nord au sud, de l'ouest à l'est, du nord-ouest au sud-ouest, de choisir ceux qui vont leur représenter et également de choisir la forme de l'État qui leur sied. Vous savez que autant le temps passe, autant les États évoluent dans leur, dans leur philosophie administrative. Donc le Cameroun, je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce à entendre les voix qui sont levées du côté du nord-ouest et du sud-ouest, il y a urgence de parler aujourd'hui de la forme de l'État comme une sorte d'avancée, une sorte d'évolution, quitte à ce que cela puisse résoudre de façon fondamentale les attentes des uns et des autres. All right, Professor Magantele, let me come back to you once more. How possible can the local population be protected considering threats from the non-state armed groups? That is where we have a problem, because from the very beginning of this crisis, I mean from the day the arms were picked up, considering that some innocent civilians were killed by the military at the onset, not forgetting also the attacks, the sporadic attacks that happened on some military persons in some areas, which resulted to a complete deployment of military. The people that have been suffering had always been the civilians. And like it is always said in African proverbs, that when two elephants are fighting, it's the grass that suffers. That has been the situation. So trying to ask if there's any means possible to protect the civilian, the only possible protection of the civilian is for the crisis to end. Because anytime that these people step out, when the military go out, create the havoc that they are creating, or the armed separatists step out, the people that end up suffering are the civilians. In several occasions, the military, when they come to a place, if one of them is hit, even if the armed separatists had left long ago, those who are going to suffer, those who are even going to be killed, are civilians most of the times. So these statements I make here are not to say that the civilians do not have an option. The civilians do have an option. Last time I was on this same platform and I said what the women did last time in Kumba when those kids were killed,
would not have stopped. It would have continued. And it should have been the whole of the Northwest and Southwest where the women, men, and children, they step out. You will shoot who and allow who. That would have been a solution, beginning to the solution. But it ended in Kumba, and that is how the people went back into their shell. So if you ask me what can be really done to protect the civilians, civilians are always exposed as long as guns are out. There's nowhere to hide. Even when you stay in your house, you can receive a bullet. Even when you are lying on your bed, you can receive your bullet. I remember the day my wife received a bullet was not because she was out. We were standing on the balcony of our house. Then she received a bullet on the stomach by the side. That did not happen because we went out on the streets. We're in our house. So there is no way we can be protected when guns are outside. So let these guns leave the streets. You see, I am a little bit perplexed with the system. The Cameroon government thinks that is the military that is the solution to a problem. When the people are angry and some have picked up arms, if for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, the thing keeps on going and you keep on insisting with the same military solution, it means maybe your intention is to wipe out everybody who is in that area. Because even if some lay down their arms, some will choose to die with their arms in their hands. So the more they persist, the more people will die. And that is where the Cameroon government seems not to be coming in to think well. Because you can't keep on insisting on a strategy which keeps on killing your own citizens. I'm sure the Cameroon government is supposed to be protecting the nationals. But from what we are seeing, that's no more protection. Because you are struggling to fight an enemy in the house. And in struggling to fight that enemy you claim that is in the house, you are killing those who are in the house along with the enemy. And some of those who are fighting for the state, they are falling every day. All lives matter. I mean it, all lives do matter. Whether it be the armed, whether it be the soldiers, whether it be the civilians, all lives do matter. And so there is no way we should keep on insisting on militarizing everywhere and thinking that is going to be a solution. It's not a solution. You know, when I make those statements and say that the military is out and the shan will take place, it's the observation. We need to be objective at times. From an objective view, that is what is going to happen. But is that what I'm supporting? No, I will never support a military solution to a crisis that is claimed to be an internal crisis. The Cameroon government said it's an internal crisis, and so they should use diplomatic and strategic means to solve it, not using the military. A military solution is no more working. It's rather taking more lives and consuming the economy. If we look at it critically, we discover that the economy of Cameroon is gradually depreciating. It's true that the president mentioned it during his speech and hopes for some change. So when he made that change that we can experience a whopping change to about 8% increase in the economy, I said, wow, maybe there's already a solution at hand to solve the problem, because as long as the problem keeps on, most of the budget that was voted this year goes in for fighting what? The crisis. Is to militarize, in fact, to empower the military. So in that case, my dear Quinta, it becomes difficult for us to say that the civilians will be protected, knowing very well that arms are outside. There's no way that they can be protected with those arms. If they have to be protected, let those arms go back to the barracks. I know it is difficult to say the military should go to the barracks, but the question is, who are the military supposed to be fighting? Except we are agreeing that this is a war between two different nations. If it's an internal issue, then the military is supposed to be in the barracks. As long as it is not, if they claim that it is internal,
let the military go to the barracks, let the police and the gendarme be there to see how they can bring peace. They can handle the issue. But as long as we see the military every day on the street, there is fear, because the military is trained to shoot and kill. That's what they are trained for. They are not trained to act like police people. No. When they give them guns, they have one thing to do. That's why when they go out, there's need for blood. So you don't expect that when they come out, if there are no separatists around there, as long as something happens in that place, everybody around that place is a suspect. And you don't know who is who. So in that case, they shoot down everything they see. So you don't expect that anybody with his right mind should encourage that kind of thing. And my beloved Quinta, the civilians are the ones who will be suffering, and they'll keep suffering until this thing ends. I made a statement earlier that we need to, the problem to this solution is with Cameroonians and with Africans, not with Europeans. And we know very well, if I may remind you, if we are having the crisis we are having today, it is because Europeans created it. Because if the UN really wanted us to be at peace, in 1961 they would have given either independence to the English-speaking Cameroon rather than bring them together, and rather than give them two options to either join Nigeria or to join La République du Cameroon. If that happened, it is because they were preparing a problem like this one, and it is now happening. I know some people who claim, who feel like, okay, might be they are the best people that can come to solve the problem. You can't create a problem and then solve it. They have a reason why they did it. It's for their interest. It's for their interest. So when they see us fighting and killing ourselves, they are very happy. So African governments, I think that we have the African Union that would have been one of the best body to see into it that this problem is solved. What about leaders in Africa rising up to stand against this issue? We must not always look into Europe. Let's look in Africa. Africa has the solution. Why not about Cameroon? So even if I say Cameroonians have the solution, it's because I believe that if we go to the streets together, I mean every single Cameroonian, there will be no military that will be able to shoot us. And that will be done with. That's what I believe. All right, now, Mr. Anquan, during your intervention, you talked about a dialogue as one of the strategies the CRM political party will implement to ensure security returns to the northwest and southwest regions of Cameroon. Now, do you think that the separatists must keep away their agenda of separation before dialogue takes place? Please, you will give me some time. I want to come back on a point that I quoted here. Donc, je veux parler de l'article 47 de la Constitution fédérale. Parce qu'il faut connaître l'origine, d'abord l'origine historique de la crise anglophone, ensuite l'origine légale et institutionnelle de cette crise. Donc, je suis ici sur l'origine institutionnelle de la crise. La Constitution fédérale de septembre 1961, à son article 47, dit: toute proposition de révision de la présente Constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est irrecevable. Quand vous lisez cet article-là, je vais continuer par exemple. L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République fédérale après consultation des premiers ministres des États fédérés et aux députés à l'Assemblée fédérale. Toute proposition de révision présentée par les députés doit être signée par un tiers au moins des membres opposants l'Assemblée fédérale. Bon, vous savez, le dialogue est l'une des solutions, mais il faut qu'on connaisse, que les Camerounais se rendent compte de la genèse. We need to know where the problem starts. You cannot solve a problem where you don't know where the problem starts. On a fait beaucoup de sorties médiatiques sur le problème de la crise anglophone. Je crois que aujourd'hui, peut-être pour comprendre le langage et pouvoir identifier les responsabilités, il faudrait qu'on comprenne justement l'origine institutionnelle de ce problème. Donc l'article 47 nous dit exactement que il était prévu que toute tentative ou alors toute initiative de changement de dénomination devait être irrecevable. Mais aujourd'hui,
Nous ne sommes plus à la République fédérale du Cameroun, nous sommes à la République du Cameroun. Quand vous revenez à l'article 9 de la présente constitution, vous vous rendez compte que effectivement il y a encore là une violation grave de la loi, où l'article 9 dit le président de la République peut, lorsque la circonstance l'exige, proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une solution militaire voulue par le président de la République. Or, nous n'avons pas encore, ce président lui-même n'a pas encore décrété un état d'urgence qui lui confère ce statut spécial. Alors, ces pouvoirs spéciaux. Ça veut dire qu'ici, on a une première loi qui est la loi fédérale qui est violée. On a une seconde loi, je veux dire une seconde constitution qui est également violée. Et au milieu, on a une crise qui est en train de s'embraser. Vous savez pourquoi le gouvernement ne pourrait pas trouver une solution à cette crise? Parce que le gouvernement lui-même est le problème à cette crise. And when we listen to the CRM political party talk, it's like Biya-led government has done nothing to put an end to the crisis in the Northwest. Il n'a non seulement rien fait, il n'a non seulement rien fait, mais il a davantage attissé les foyers de tension. Now, what has the MRC Maintenant, nous au MRC, depuis l'avènement de cette crise, nous avons appelé au dialogue. Vous savez, nous nous sommes constitués. Non, si vous dites que le dialogue a eu lieu, posez-vous la question. On a vécu tout récemment à Maoutou avec des morts, des innocents. Il n'y a pas plus tard qu'hier, il y avait des flammes, des coups de feu à n'en plus finir dans la ville de Limbé. Alors on ne peut pas dire aujourd'hui que le dialogue qui a eu lieu, ou alors le grand dialogue national, on n'avait pas appelé au grand dialogue national. On parlait d'un dialogue inclusif. Un dialogue qui devait justement prendre en compte toutes les parties belligérantes, ou du moins tous ceux qui s'opposent, à s'asseoir sur une même table. L'idée n'était pas d'aller vers un grand dialogue tel que ça a été fait. Maintenant qu'ils ont fait leur grand dialogue, et le MRC justement est resté dans sa logique d'apporter davantage les éléments qui pourraient meubler justement, assainir le terrain pour des pourparlers aboutissant à des solutions pérennes et réelles. Nous avons non seulement appelé au dialogue, nous sommes passés aux actions. Les marches que nous avons effectuées et que ce gouvernement a réprimandé de la façon la plus violente, de la façon la plus inhumaine, démontrent à suffisance que le MRC n'est pas resté en reste. Le MRC n'a de cesse d'interpeller les Camerounais, d'interpeller ceux des Camerounais je veux dire quoi? Je n'aime pas souvent utiliser cette expression, mais malheureusement nous y sommes. Ceux des Camerounais des autres régions à manifester leur intérêt à ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et à dénoncer, quitte à ce que le gouvernement prenne conscience que cela ne reste plus une affaire entre le gouvernement et les sécessionnistes, mais c'est une affaire entre les Camerounais eux-mêmes. Quand nous avons fini par interpeller nos concitoyens à se prononcer, à se manifester à travers des manifestations prévues par la loi, mais en face on a un gouvernement qui ne comprend rien au message, qui se comprend à lui-même et qui adopte des solutions qui aujourd'hui davantage donnent une autocoloration. La solution militaire, nous sommes tous d'accord, y compris ce gouvernement lui-même, que cette solution n'est plus habilitée. Parce que à cause de la présence militaire, avec tout ce que cela, je vais dire quoi, tout ce que cela représente. Vous savez, quand les forces de troisième catégorie sont sur le terrain, c'est pas pour cajoler, hein. C'est pour effectivement faire ce qui est dans leur mission, c'est-à-dire faire la guerre. Et des populations démunies qui ne demandent qu'à vivre, qui ont déjà un quotidien assez pénible, hein, qui sont restreints dans leur mouvement, qui ne peuvent plus faire ci et ça, parce que d'un côté on a ceux qui prônent les mots d'ordre de boycott, on a de l'autre côté ceux qui usent de la violence que le gouvernement justifie par violence légale. Ça devient compliqué. Donc, le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, a dit, et il a encore proposé une solution, il a interpellé ce gouvernement à trouver des mécanismes urgents, à rechercher des personnalités ressources dans tout le Cameroun, à déployer une commission qui va descendre dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui va aller au contact des personnes ressources pour leur parler, pour s'écouter et pour préparer un terrain de dialogue qui va permettre à ce que toutes les questions soient abordées. Bien sûr,
dans l'intention d'aller vers un cessez-le-feu. Parce que voyez-vous, on aura beau discuter, on aura beau dialoguer, que s'il y a toujours des coups de feu qui retentissent, ce sera compliqué. Nous avons demandé le cessez-le-feu dans un premier temps. Nous avons demandé de libérer ceux des prisonniers qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Pourquoi? Simplement parce que ces personnalités sont ceux, de façon idéologique, qui ont porté le mouvement à la revendication sécessionniste. Je pense que si nous entendons que le problème est camerounais et que il faut donner la priorité aux Camerounais de résoudre leurs problèmes, alors on doit utiliser les solutions, même parfois qui ne sont pas, je veux dire des solutions qui ne sont pas toujours faciles à digérer. Libérer ces leaders qui sont aujourd'hui en prison et leur permettre de se retourner vers les leurs, leur parler dans leur langage, et qu'ensemble nous trouvons un terrain propice pour discuter en face. Voilà un peu les solutions que le professeur Maurice Kamto ne cesse d'apporter au gouvernement. Et plus que à côté de ça, je ne vais pas omettre qu'il y a également la question électorale. Parce que voyez-vous, l'enjeu ici aussi est de pouvoir permettre aux Camerounais de choisir librement ceux qui vont leur représenter, parce que les problèmes sont des problèmes assez majeurs. Vous savez, la crise anglophone, on va beau faire une sorte de tapage médiatique, mais ça reste un problème fondamental. Il faut effectivement des leaders choisis et voulus par le peuple, capables d'apporter des solutions qui vont justement satisfaire les attentes de ces peuples. C'est pour ça que la question vous appelez ça comment, du système, qu'est-ce que je veux dire, du consensus électoral est une question aussi primordiale, qui est au centre aussi de ce débat. Il faut effectivement que nous ayons un système électoral consensuel qui va permettre effectivement que quand on va annoncer une élection au Cameroun, dans toutes les régions du Cameroun, les Camerounais vont se sentir effectivement à l'aise d'aller choisir celui qui va présider aux destinées de cette nation. Now, stay with you. You talk about, you've been talking about dialogue. Now, do you think the separatist fighters must move away from their ideology of separation for dialogue to take place? Vous savez, quand on dit que toutes les parties doivent être représentées, vous savez, nous sommes en train de créer ici un climat de débat. Vous savez, c'est à force de débattre qu'on réussit à persuader l'autre. Vous pouvez venir avec une idée et vous mettez cette idée sur une table et les différents acteurs essaient de débattre. Chacun va apporter ses avantages, ses inconvénients, ses éléments de preuve, c'est pourquoi de ce qu'il est en train de défendre. Et ensemble, nous allons défendre. Maintenant, on dit que est-ce que nous sommes aussi sûrs que ceux qui portent l'idéologie de la sécession vont abandonner? Tout est possible. Tout est possible. Avant qu'on ne s'asseye pour s'accorder sur le fédéralisme, je crois que on n'a pas mis les canons, on n'a pas mis des balles derrière ceux qui ont nourri cette ambition. Alors je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons également s'asseoir pour s'entendre sur une autre forme de l'État qui va peut-être être le juste milieu entre la sécession et l'État décentralisé, unité décentralisée tel que c'est aujourd'hui. Donc, je suis très optimiste, nous sommes très optimistes au MRC que dès lors que le dialogue sera possible, on aura donc à ce moment la possibilité d'avoir les acteurs qui viendront avec leur idéologie et qui viendront surtout débattre des questions fondamentales, surtout en ce qui concerne la forme de l'État et le système électoral au Cameroun. All right, gentlemen, while you catch up, permit me take some reactions from our televiewers. And this person says, good day to all watching My Media Prime Television. First of all, President of the Republic needs to call for ceasefire, and secondly, withdraw his troops from the north and southwest regions of Cameroon, free all those incarcerated because of the Anglophone crisis, then call for a sincere, inclusive dialogue with those in prison on a neutral ground with a third party inclusive. The sender is Agwe Mubel from Kumba, and another person says, good morning to you. It's Derek from Kumba. To sustain a peaceful organization in the southwest, it is just to increase the security of the people, to stand for peace and not for war. And this person says immediate release of Seseku and others, grant amnesty to all, and promise to hold a reasonable dialogue can bring peace, God will, in Kumba. Well, let's go on a short break. We'll be right back.
Now, Professor Magantonu, you are a clergyman, and when we look at South Africa, DR Congo, Nigeria, and see how men of God played an active role in resolving the crisis in these nations, but clergymen in Cameroon have limited themselves to economical services, and they have a great role to play. That would be a wrong statement to say that clergies have limited themselves to ecumenical services, because on several attempts have the clergy actually proven that they are willing to intervene and try to see how they can provide solutions to the problem. But the Cameroon government, as we can see, has a very negative view about the church. And I will remind you of something. When they had the so-called national dialogue in 2018, there is something that happened. That was 2019, right? Yeah, 2019. Yes, there's something that happened. When they were inviting persons, stakeholders to participate, they never invited the church. The church was not invited in that particular meeting. Somebody would say, no, Cardinal Tumi was invited there. Cardinal Tumi was invited there not as a clergy, but he was invited there as an elite of Kumbu. So, of the Nsor people. He did not come there in the capacity of a church leader. And that is to make you understand how the Cameroon government looks at the church. Why in Congo Democratic, the church interfered, solved the problem that was actually destroying the economy. In Cameroon, we think that the church has no place. But I believe that the church has its place. It has its place. A lot of people think that the church is supposed to be just for praying. But I'll make this statement clear. The church is supposed to be the conscience of every community. The church is supposed to be the voice of the voiceless. The church is supposed to be the place where when there is a problem out there, everybody runs there. But for the past while, to prove to you how disrespectful not only the military, the Cameroon government is to the church, I have seen clergies have been shot and killed. I have seen churches actually broken into. And who are those? In some cases, there were military people break into churches, stopped church services. That's to tell you the kind of mindset that we have in this country. Tell you the kind of government that is leading us. And so, in my view, the church is not limited to organizing ecumenical services and prayers. Rather, they have been doing everything possible to get involved in the solving of the problem. In several occasions, you might have seen how most clergy stepped out and spoke hard when it came to some of the atrocities that were caused in this nation by both the military and the armed separatists. And so you will not tell me that they are out there just to organize communication services. They have a great role to play, but they are not given the opportunity to interfere. In other nations, they were given. It is not like you have to go and force a people to accept you when there is a crisis. They do their best. And one of the things that the Cameroon government fails to understand is that most of the people in the various communities, even some of the armed separatists, were in some churches. And they have been radicalized. And so if they gave the church the opportunity, it would have been the church to speak to them and they would have listened. But look at it. Cardinal Tumi was of recent kidnapped, let me use that word, in the northwest along with the Fononso. That's to tell you the way we look at clergies in Cameroon. There's no respect. And some people want to say it is the church that has made themselves to be disrespected. No, it's not the church. When you have a community and a society that believes in occultism more
than in God, what do you expect that should happen? The result should be the disrespect even for the clergies. And one thing I'll tell you is that most of the ministers go fellowship, they go to church somewhere, they attend mass somewhere, some attend services somewhere, some go to mosque somewhere. So I don't believe that the church should be blamed for sitting and doing nothing. The church has been doing a lot, and they still keep on doing, and they'll keep on doing. But I wish that the Cameroon government could recognize the place of the church in the nation, because the best group of persons that can talk true to any group of people are clergies. Now I'll stay with you, Professor Maganthony. We are getting to the end of the show, and what's the way forward for lasting peace to return to the Northwest and Southwest region? Can you kindly do it for 40 seconds, please? Thank you very much. I will begin by saying that one of the greatest proposals I always will give is this. If we have to solve this problem for once, the Cameroon government must get down from the high horse where it's seated and try to act like a father who has seen that his child needs to be brought back into the house. If possible, there is need for the Cameroon government to give an opportunity even to the separatists to choose a location where they think that they can best dialogue for the government to join them there. And once that is done, normally there should be, like we always say, there's supposed to be a third party for that discussion. I, as an individual, my third party should always be African governments. We could get the president of Ghana to come in, or we could bring in others. We have able leaders in Africa, like other nations have done. They did not go to Europe to solve their problem. They stayed in Africa and they were able to dialogue in a different nation. And no preconditions, like how you see, we have been talking this thing, I will talk it because a lot of times when you gather people because you think you want to talk with them, and then you bring what you think that they should say and what they should not say, in such a position, you are not giving them an opportunity for dialogue. You want it to become a monologue. Like what happened in Yaoundé, that we called it the National Grand Dialogue. That dialogue was a monologue where people came to discuss, and funnily, it was not a dialogue that came to handle the Northwest Southwest problem. It was a dialogue that was organized to deal with the Cameroon problem as in general. So, but we need that the Cameroon government and the separatists should have a sitting on a round table where they can discuss things and get to a place where they are able to come to compromise for these problems to end. Because if they keep on with the military, it will not stop. Now, Deline Kwan, we are coming to the end of the show. And what's the way forward for lasting peace in the Northwest and Southwest regions of Cameroon? 40 seconds. Ok. Première des choses, revenir à la Constitution fédérale de 1961, à son article 47, et revoir ce qu'il y a lieu de faire là-dessus. Maintenant, pour l'instant présent, libérer tous les prisonniers, du moins tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, permettre les libertés d'expression, parce que c'est un élément fondamental. Je dis, au lieu de voir nos concitoyens prendre des armes et aller se retrancher en forêt, je crois qu'on ferait mieux de leur demander de manifester, d'organiser des marches, de porter haut leurs revendications à travers des marches qui sont des espaces de liberté d'expression. Ce gouvernement doit justement prêcher par cet exemple en libérant davantage les esprits et en permettant aux Camerounais de s'exprimer. Maintenant, troisièmement, faire appel à toutes les ressources de la nation qui peuvent apporter une idée pour des solutions pérennes. Nous, par exemple, au MRC, nous insistons sur le dialogue inclusif et sur la révision constitutionnelle, je veux dire quoi, sur le consensus électoral au Cameroun. Donc, quand tous ces préalables-là seront effectivement exploités par le gouvernement, alors le gouvernement qui est impersonnel en réalité devrait communier avec les forces vives de ces nations pour mettre justement sur la table tous les problèmes du Cameroun, quel qu'en soit l'objet. La sécession, c'est une idéologie.
Le fédéralisme, c'est une forme de l'État. L'État, unité décentralisée, c'est également une forme de l'État. On devra pouvoir débattre de toutes ces questions et trouver justement des justes milieux pour bâtir une nation, le Cameroun. Maintenant, s'il y a lieu de faire appel aux ressources internationales qui peuvent contribuer, parce que le monde n'est plus un village fermé, c'est un village planétaire, alors je crois que ce sera la bienvenue que nous recevions également des ressources internationales qui peuvent apporter leur contribution, quitte à ce que la paix soit retrouvée et que nous, du nord-ouest et du sud-ouest, vaquons librement à nos préoccupations et retrouvons également cette joie qui nous a toujours animés depuis notre acceptation de vivre en harmonie avec ceux des Camerounais d'expression francophone. Je crois que on aura un Cameroun assez prospère et bien développé. Well, thank you very much. Ladies and gentlemen, we've come to the end of today's edition of House of Commons on My Media Prime Television, the only African Eye. Thank you, gentlemen, for accepting our invitation. And to you, all televiewers, you are the real deal. My name is Juan Quinta. Goodbye.